Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Salut mon bon Ker. On va parler donc de The Salut Last of Us épisode 3. Un épisode qui a énormément fait parler sur la toile. Un épisode que certains ont déclaré comme un des plus beaux épisodes de l'histoire de la télévision. D'autres qui l'ont un peu décrié. On va en parler. Ker, est-ce que tu peux déjà nous le présenter? Qui l'a réalisé? Dis-nous tout. Alors déjà, mon cher Greg, très envie d'en parler parce que comme vous nous voyez à l'écran, on est souffrant, mais cet épisode 3 mérite amplement d'en parler. On aurait aimé en parler avant. Long Time, donc réalisé par Peter Orr, qui est un réalisateur plutôt de commandes de séries, qui était donc peut-être moins inspiré que ne l'était le showrunner pour le premier épisode et Neil Druckmann, le co-réalisateur, co-scénariste du jeu vidéo pour l'épisode 2. Et en fait, et ben il nous a pondu une incroyable surprise. Peter Orr et donc tout le pool scénariste et tout showrunner confondu sur cet épisode de Long Time. Je vais commencer par donner mon avis, Greg. C'est un épisode que j'ai dû regarder 2 fois. La première fois parce que je l'ai regardé avec mon regard de joueur, et mon regard de joueur a fait que pendant tout l'épisode je me suis dit, eh ben on a l'histoire de Bill et de Frank, donc histoire qui est évoqué rapidement dans le jeu, mais que nous ne voyons pas. Et donc, bah, du coup, comme on sait que Frank décède dans le jeu, on sait que Frank décède dans cet épisode, mais Bill s'en sort très bien. Et je suis resté tout l'épisode là-dessus. Et forcément, avec la chute, bah, j'ai été d'abord, bien évidemment, très étonné. Absolument pas, j'ai eu aucun regret sur la mort de Bill, puisque les choses sont amenées de manière extrêmement réussie, je trouve. Mais tu vois, ça m'a un peu... J'ai pas pu profiter pleinement de l'épisode sur la deuxième visionnage. Là, en effet, je ne peux que constater l'énorme qualité de cet épisode, qui est, alors, je tiens à le souligner quand même, l'épisode qui a reçu de la part de personnalités, que ce soit donc des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des artistes divers et variés sur la toile, le plus de compliments que j'ai pu voir. Et je parle d'artistes qui sont sur des plateformes concurrentes à HBO Max. Il y a beaucoup de gens de Netflix, beaucoup de gens de Prime notamment, le héros de The Boys notamment, Jack Quaid, etc. Enfin, il y a vraiment, ça a été salué et c'est complètement justifié. Pourquoi ? Parce que alors là, le premier élément, c'est pour moi, c'est l'énorme capacité qu'a la série depuis le début, et surtout dans cet épisode 3, à prendre des libertés vis-à-vis du jeu et à le faire, mais à chaque fois d'une manière très réussie. Dans l'épisode 2, avec cette histoire de champignons, de connexion avec la horde d'infectés, c'était une excellente idée, au point où Neil Druckmann disait dans une interview, alors après on peut dire que c'est de la com, mais il disait en interview qu'il regrettait de ne pas avoir eu l'idée plus tôt. Là, dans cet épisode, il raconte l'histoire de Bill, il change l'histoire de Bill, donc de Bill et de Frank. En l'occurrence, dans la série, ils sont tous les deux aussi importants. Dans le jeu, c'est vraiment Bill. Et en fait, ils changent complètement l'histoire, mais ça a un impact qui est, à mon avis, beaucoup plus fort. Et ça fait avancer quand même le schmilblick, parce que j'ai eu beaucoup de joueurs qui disaient non, mais ça sert à rien, c'est un épisode de remplissage, tout ça pour récupérer une voiture. Non, c'est beaucoup plus que ça. Dans la construction de la relation avec Joël et Ellie, entre Joël et Ellie, dans l'acceptation de la mort de Tess, dans la compréhension par Joël de quel est son rôle dans cette aventure, etc. Il y a plus que récupérer des conserves, les mettre dans le coffre de la voiture et se barrer. Et à côté de ça, donc en dehors de l'adaptation et le fait que c'est intégré à la série, à côté de ça, il y a une espèce de parenthèse enchantée dans ce monde post-apo, où on a une relation amoureuse entre Bill et Frank qui est admirablement amenée, qui est admirablement interprétée. Et alors l'autre acteur qui joue Frank, je connais pas son nom, je suis désolé, mais Nick Offerman, qui jouait Ron Swanson dans Parks and Recreation, je l'avais déjà vu dans d'autres rôles, je savais à quel point il était bon, mais j'ai rarement vu un acteur faire une prestation comme ça. Le moment où il fait comprendre à Frank, tu sais, quand il a terminé de jouer au piano,
et que il lève les yeux vers lui pour lui faire comprendre qu'il est homo on voit dans ses yeux une souffrance, une tristesse extrême. Nick Offerman joue extrêmement bien dans tout l'épisode. Il a des moments où il passe d'une solidité inébranlable à une fragilité extrêmement touchante. Il est excellent. Et l'autre acteur aussi, et d'ailleurs je vais essayer de trouver son nom tout de suite parce qu'il le mérite amplement que je le cite. Je prends Murray Bartlett, voilà. Ah mais oui, c'est l'acteur de The White Lotus. Ah bah déjà, en plus, donc, il avait déjà un excellent rôle dans The White Lotus. Et tu vois, il y a des petites scènes, par exemple, là, tu mets à l'écran la photo des fraises. Mais sur Twitter, on m'a dit, mais regarde la qualité de ce plan et tout, c'est vrai, avec la lumière, etc. Et là où c'est très fort, je trouve, dans cet épisode, et qui fait que c'est vraiment un épisode qui va marquer, je pense, beaucoup, beaucoup, et qui va marquer au-delà de The Last of Us, c'est le traitement de cette histoire d'amour, qui est fait avec énormément de justesse, le fait que... moi, je parlais de parenthèse enchantée. C'est une parenthèse enchantée dans l'univers de The Last of Us, mais moi, je l'ai aussi pris comme une parenthèse enchantée dans cette espèce de société qui part complètement sur plein d'aspects, qui part en cacahuète, et où, pendant 1 heure, j'ai pu suivre une histoire qui était plein de bons sentiments, plein d'amour, et j'ai trouvé ça vraiment super. Et il y a un commentaire qui a été fait sur Twitter, à mon tweet, que j'ai trouvé très juste, qui correspondait vraiment à ça. C'est Manolo McClinton qui disait: c'est rare de montrer une histoire d'amour entre personnes homosexuelles traitées de manière si normale, il dit entre guillemets, hein, sans caricature. En voyant ces deux personnes qui s'aiment, je pensais juste à ma propre copine que j'aime. Et c'est en fait ça qu'a réussi, je trouve, admirablement l'épisode, c'est que le fait que ce soit des homosexuels, c'est admirablement bien traité, mais le fait que ce soit des homosexuels aussi, on s'en fiche complètement. C'est juste une histoire d'amour. Et il y a énormément de productions qui n'ont jamais réussi à trouver la justesse de mettre ça en avant. Et c'est fait tellement bien qu'au final, les méprisables personnes qui étalent leur homophobie sur les réseaux sociaux ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se entendre, parce que là, force est de constater que c'est admirable ce qu'a fait The Last of Us, et que ce soit un couple gay, un couple hétéro, peu importe, on s'en fout complètement. C'est juste l'histoire d'amour qui prime dans cet épisode. Donc je suis vraiment, vraiment très content de ce que j'ai pu voir, et je tiens vraiment à saluer les acteurs, et je tiens aussi à saluer la musique. Et je pense que moi alors pour ceux qui ne connaissaient pas le morceau, mais il y a On the Nature of Delight de Max Richter. Je vous invite à l'écouter. Ce morceau est à tomber par terre. Donc voilà, voilà. Et toi, mon cher Greg? Eh bien, moi, mon cher Car, un peu tout l'inverse. Vraiment un épisode, un épisode que j'ai effectivement beaucoup aimé également. Un épisode Car qui se demandait ce qui se passait. Du coup, alors moi, je suis un peu moins dithyrambique. En vrai, il y a la promesse de The Last of Us. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe avec Ellie et Joël. Et j'avais l'impression qu'on était en train de me le retirer en me montrant une histoire sur le côté qui était très jolie, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait être la suite de Ellie et Joël. Moi, j'ai pas fait les jeux, hein, donc je le rappelle. Donc là où Care, c'est par exemple où va l'histoire, moi, je ne le sais pas. Et donc je suis intéressé. J'ai des théories sur le fait que j'ai l'impression que y a vraiment une pensée commune avec les champignons de tous les zombies. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort. Évidemment, n'importe quel fan de jeu pourrait répondre en 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que la série va nous... Non, parce qu'on avait dit dans la vidéo précédente que c'était un ajout de la série, la connexion avec le champignon. Donc là, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose que la série peut nous emmener dans cette direction sans que les joueurs
ne sache à l'avance en fait. Donc effectivement, donc en gros, moi j'ai des théories, j'ai envie de savoir où ça va, j'ai envie de découvrir plus de cet univers. J'ai trouvé que les matte paintings sur les villes qui étaient complètement pétées étaient vraiment fous et j'ai envie d'en voir plus en fait. Et l'épisode commence avec ses premiers plans sur le comment on appelle ça, sur l'avion et comme je mets à l'image là. Et en fait, ça me donnait envie. Et surtout que Joël donne de manière presque hyper simple. Il dit, en fait, c'était peut-être dans la farine, peut-être dans machin. Et donc, en gros, quand on a vu le prologue de l'épisode précédent, on a l'impression que ça y est, il a dit, voilà comment c'est arrivé. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin, comment tout s'est pété la gueule au fur et à mesure. J'ai aussi, dans les premières minutes, eu l'impression que je me faisais spoiler l'acquis qui était les prologues, où on découvrait un petit peu le monde de la transition, le monde d'avant et la transition. Et du coup, ces flashbacks sur Bill et Frank, je les ai vécus comme un peu, pendant le début de l'épisode, la première moitié, un peu comme une phase d'attente. Et puis au final, je me suis rendu compte que non, le prologue qu'on avait était, qu'on avait eu sur les autres. Bah là, en fait, c'était la version, c'était la max, quoi. C'est la version menu XL du best-of Big Mac. Et on a eu l'histoire. Et on a eu l'histoire entière de deux personnages dans un monde qui part en ruine et qui, eux, tombent amoureux. Et puis, en fait, l'histoire est tellement bien racontée qu'au fur et à mesure, je suis tombé dans l'épisode. Et vraiment, je suis tombé dans l'épisode, j'étais hyper triste à la fin quand je sais pas pourquoi j'hésitais à vous faire un spoil alors que c'est une vidéo qui spoil. Donc, quand ils décident de mourir tous les deux, il y a quelques moments où j'ai un petit peu tiqué. Je crois qu'il se passe 3 ans quand Bill est tout seul 10. et ça paraît incroyable. Ah oui. Oui. Non, dans Seul au monde avec Tom Hanks, il est allez, 3 mois tout seul, il devient fou, il parle à un ballon, en 6 mois il entend des voix. Et là, le mec il serait passé 3 ans tout seul, sans problème. Si tu veux, mon cher Greg, je recontextualise. 2003, début de l'épisode. Ensuite, 4 ans plus tard, on a Frank qui est tout seul. Et c'est ce que tu es en train de évoquer. 3 ans après, il a construit sa relation avec Frank. 3 ans plus tard, la clôture est renforcée après la rencontre avec Joël. Et ensuite, on est à 10 ans. Ils sont attaqués une nuit. Et 10 ans plus tard, il y a la fin de l'épisode. Merci pour ce point. Et donc, au final, le truc, c'est qu'on est vraiment. J'avais envie de faire des petits points comme ça. Enfin, l'épisode, parfois, j'avais hâte de revoir Joël et Ellie. Je savais pas à quel moment ils allaient arriver dans l'histoire. Et puis, en fait, on les voit, Joël et Ellie. Il y a plein de moments où, à la fin de l'épisode, en fait, ils nous raccrochent les wagons. Ils ont terminé la parenthèse Bill et Frank, ils nous ont raconté une très belle histoire et on a vraiment le dernier quart de l'épisode qui est de nouveau sur Joël et Ellie. Ce que je disais à Kerr, c'est qu'il y a juste l'impression que le fait de remettre de l'emphase sur le fait que Joël reçoive la lettre avec il ouvre et Bill qui lui dit on est là, des hommes comme nous, c'est fait pour protéger des gens comme eux. Et j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu quand Tess lui dit fais quelque chose de bien dans ta vie, je t'ai jamais rien demandé, je t'ai pas demandé de m'aimer, mais là fais ça, sauve Ellie. En plus, il y a des moments où il voit Ellie, il regarde sa montre, donc on sait qu'il y a tout de suite la relation paternelle qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, là, c'était vraiment une 3e rappel de justification de pourquoi est-ce que Joël, qui dans le premier épisode était vraiment présenté comme quelqu'un qui est un survivant, qui s'il faut laisser des gens sur la route pour se sauver et sauver sa fille, il laissera les gens sur la route. Et là, pourquoi est-ce que ce personnage-là n'abandonne pas Ellie, avec les risques que Ellie représente, qu'elle puisse effectivement à un moment, lui il n'a pas la certitude qu'il y a un moment elle va pas se retrouver elle zombifiée et champignonnée, est-ce que c'est le terme officiel, champignonnée, je ne sais pas, mais
corridon d'un fait. Mais le truc, c'est que donc au final, il y a vraiment cette sensation que c'était pour encore nous justifier, qu'ils avaient peut-être l'impression qu'ils avaient tellement fait de Joël un survivant qu'il fallait nous le justifier. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Mais enfin, c'était dommage. C'était pas forcément utile. Mais c'est des petits points, c'est des tout petits points sur un épisode qui est effectivement extrêmement réussi, qui est émotionnellement extrêmement fort. C'est une vraie force. En fait, on a du HBO. C'est vraiment, il y a une espèce de signature HBO. HBO, on a l'impression que chaque épisode chez HBO, que ce soit True Detective ou des trucs comme ça, pourrait être pris à part et être un film indépendant et être écrit, mené comme vraiment un film de la semaine. Et on a l'impression qu'en gros, ils réussissent sur une longue forme, donc sur une série qui va nous tenir de semaine en semaine en alerte, de nous raconter les histoires que peut-être on n'a plus l'habitude d'aller au cinéma voir. Parce que clairement, Bill et Frank, le pitch, c'est histoire d'amour en post-apo pendant 1h20. Naturellement, j'aurais jamais payé une place de cinéma pour aller voir ce film. Parce que maintenant, je vais voir moins de films, j'ai choisi plus. Et là, la série, elle est passée crème. J'ai adoré regarder cet épisode. Et du coup, il y a vraiment cette impression que HBO ramène le drama, dans le sens catégorie dramatique de film, le ramène très bien sur nos écrans. Et du coup, on se refait un peu picouser de qu'est-ce que c'est que l'audiovisuel, le cinéma indépendant, je trouve, avec cette série. Les acteurs, pour en dire un mot, vraiment sont impeccables. Et c'est vraiment un épisode qui est une belle réussite. Je suis content de l'avoir vu. J'ai aussi hâte de retrouver Joël et Ellie sur la route sur l'épisode d'après. Mais une série qui vraiment, pour l'instant, s'installe comme étant une série pas comme les autres. Une série qui prend le risque. Parce que vraiment, là, c'est un risque. Elle installe 2 personnages principaux au moment où Tess n'est plus là, au moment où ils doivent être tous les deux pour aller s'en sortir et aller trouver un QZ. Là, hop, c'est un épisode sur d'autres personnages. Donc c'est vraiment des risques que la série prend. Et je trouve que c'est un pari réussi. Et la série, en plus, le fait dans un contexte qui est... Il y a beaucoup d'autres plateformes, par exemple Disney+. Si vous avez pu voir Andor est une série qui est très bien sur la deuxième partie de la saison, mais sur le début, moi j'ai trouvé que c'était très long. En fait, vraiment, les auteurs savent qu'ils ne vont pas avoir leur série qui va être annulée. C'est une série entière c'est une saison entière qui est commandée. Et du coup, ils prennent le temps, et parfois trop de temps, sur mon avis sur Andor, vraiment, ils prennent beaucoup de temps pour installer les personnages et les enjeux de la série. Et tandis que là, la série, épisode 1, il est intéressant, épisode 2, il est intéressant, épisode 3, il est intéressant, et on a une construction du monde qui est continue. Donc vraiment, je suis surpris, et encore une fois, comme on le disait la semaine dernière, j'ai l'impression d'être à la naissance d'une grande série, quoi. Moi, j'aimerais ajouter un ou deux trucs, mon cher Greg. Alors déjà, il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans la construction de la relation entre Ellie et Joël, c'est le côté taquin d'Ellie qui vanne toujours Joël. Et ça, je trouve que ça marche très bien dans la série. Et l'autre élément... Tu penses qu'ils l'ont pris à Cult & Click, ça, ou pas ? J'ai l'impression qu'il y a une dynamique Joël-Ellie. J'ai vraiment souvent l'impression d'être avec Ellie un petit peu... en vidéo, et je sais que les showrunners ont déjà dit à plusieurs reprises qu'ils regardaient la chaîne, et j'ai l'impression c'est pas moi qui te taquine, qu'ils ont repris. Il y a peut-être même des phrases qu'Ellie dit que je t'ai entendu dire il y a quelques temps sur la chaîne. Tu sais que c'est pas moi qui te taquine dans les vidéos, c'est toi, donc techniquement c'est toi, Ellie. Le truc que je voulais rajouter aussi, donc là tu fais miroir, c'est beaucoup plus important à mon sens que ma remarque sur Ellie. C'est que la série construit la relation à l'homme de manière complètement différente que le jeu. Tu sais que on dit l'homme est un loup pour l'homme, et on voit pour l'instant, il y a des évocations, tu vois, par exemple entre Bill et Joël quand ils discutent du régime politique en place, on voit que les choses se sont terriblement durcies.
On voit l'attaque de nuit, mais on voit pas vraiment les assaillants. Il y a eu une modification majeure sur le décès de Tess. Là, on a cette parenthèse enchantée sur Bill et Frank. Je pense que c'est pour mieux nous mettre une grosse claque dans la tronche plus tard dans la série et faire monter en pression le fait que justement l'homme est un loup pour l'homme. Alors que dans le premier épisode, on avait commencé quand même avec un soldat qui tuait Sarah. Et j'ai même envie de dire qu'il y a des rappels, parce que dans cette intro où ils sont que tous les deux, donc ils voient au début Oui, ils parlent de l'extermination, oui, l'avion. Ça enchaîne avec le charnier. D'ailleurs, je sais pas si toi tu peux me l'expliquer, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il y a ce charnier. C'est-à-dire qu'ils aient tué Joël, il dit non mais comme ça ils sont pas infectés. Ça paraît complètement absurde. Donc je sais pas si par rapport au jeu, pourquoi absurde ? Toi tu le comprends, mais moi ça me paraissait vraiment pas une facilité de scénario, mais je comprenais pas cette mécanique. En fait, c'est différent d'un zombie. C'est une personne qui est vivante mais infectée. Donc il les tue avant qu'elle soit infectée. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils sont infectés ? Ah mais non, là Joël le dit très clairement. Il dit, d'ailleurs j'ai noté ça. Mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est parce que pour moi, il dit des morts, ça ne peut. La phrase de Joël, c'est des morts, ça ne peut pas être infecté. Mais donc en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que dans un monde post-apo où il ne reste plus personne, l'armée aurait tué des gens qui n'ont pas du tout l'air infectés. Et du coup, c'est vrai que ce charnier, moi je le comprends pas, parce que on nous dit que, Bill et Frank sont clairs en disant la Fedra, c'est vraiment très totalitaire. Il y a à côté de ça, il y a Tess qui l'avait déjà dit. Donc en gros, un état totalitaire, ça cherche des gens à dominer, pas à tuer et laisser dans une fosse. Donc en fait, je j'ai pas compris la raison. Peut-être que la série nous le montrera, mais juste l'explication de dire c'est pour pas qu'il soit contaminé, je trouvais que par rapport à ce qu'on a vu de la Fedra, j'ai pas compris. À part que cette scène sert à du coup nous faire comprendre encore une fois qu'il faut se méfier de la Fedra, que c'est vraiment les méchants, j'avoue que je l'ai pas compris. Après, c'est aussi pour montrer l'horreur d'un monde qui part en cacahuète. Tu veux peut-être finir, mon cher Kerr, ou encore réagir sur des points ? Non, juste là pour dire sur le charnier, déjà qu'on n'est pas sûr que ce soit la Fedra qui ait fait ça, puisque en fait c'est plutôt au moment de l'évacuation de la ville. Je pense que les forces armées ont massacré des gens par peur d'une propagation de l'infection, de la même manière qu'ils ont voulu tuer Sarah dans l'épisode 1. Après, tu dis la Fedra, c'est les méchants. En fait, plus globalement, c'est ce que je disais, c'est l'homme qui est vraiment une menace pour l'homme. Et ça, on verra ça bien évidemment plus tard, mais je trouve ça malin de la part de la série de développer les choses de manière pas plus douce, mais d'un rythme plus progressif. Voilà. On y tenait vraiment à cette vidéo, donc on a réussi à la faire. On est content. Merci Greg. Bon, prenez soin de vous, hein, parce que une gastro, c'est pas terrible. Et du coup, effectivement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.